Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce premier bloc numéro 142, premier bloc retardé de 24 heures parce que l'actualité nous obligeait finalement à attendre que chaque formation disputant les quarts de finale ait disputé 4 matchs pour qu'on ait quand même une petite idée des tendances plutôt positives, et c'est le moins qu'on puisse dire pour Davos, d'ores et déjà qualifié, assez positif quand même pour Gauthieron par rapport à sa première victoire, plutôt positive par rapport à sa troisième victoire, plutôt positive également pour Zurich face à Cloton. Et puis finalement, eh bien, c'est le leader de la saison régulière qui éprouve le plus de difficultés aujourd'hui contre le 8e. On en parlera d'ici quelques instants avec Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir messieurs. Salut Lucas, salut Super Lolo. Salut Philippe, moi j'avais déjà, oui, je vous tutoie aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes précurseur, vous êtes vraiment un précurseur. Allez-y. Vous créez une nouvelle émission qui s'appelle Le Journal du Hockey et vous mettez en photo Gavin Barreuter. Vous êtes vraiment incroyable. J'ai toujours pensé que vous avez vraiment un temps d'avance sur l'information, mais là c'est quand même par rapport à la situation actuelle. Il y a une semaine, vous avez choisi ce joueur-là. Et il est dans l'actualité. Bravo à vous. Il fut un temps très lointain où le journal Le Matin, mais ça doit faire une bonne vingtaine d'années, m'avait placé au 7e rang des personnages les plus influents du hockey suisse. 7e rang. Septième rang. Maintenant, vous êtes au premier avec ce que vous venez de faire. Là. C'était qui les 6 devant toi? Il y avait un autre journaliste, en l'occurrence Klaus Zog. Ok. Et autrement, il y avait René Fazel, mais c'était marrant. Voilà, c'est rigolo ce genre d'article, pas très sérieux. Wayne Gretzky, qu'il fallait savoir prendre au deuxième degré, mais c'était marrant quand même. Bon, messieurs, émission 140, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Émission, comme toujours d'ailleurs, émission 142. Donc, maillot numéro 42 qui a envie de commencer. Je pense que celui auquel j'ai pensé à un jour, je pense pas que vous l'aurez. Donc, je vous laisse commencer. Allez-y, Philippe. Si je vous dis David Backes. Ouais, mais on l'a tous. Mais non. Mais oui. C'est une évidence, David Backes. Oui. Mais... Ah bon? Alors, donnez-moi vos raisons. Si c'est la même que la mienne. Je commente, Lolo. Ouais, moi je suis pas parti là-dessus, moi. Ok, bon. Alors, David Backes. Backes. Nous, on le connaît bien en Suisse parce qu'il a défoncé Julien Sprunger au mondial suisse. Mais, il y a une, il a le karma déjà. Mais c'est surtout que, il y a une phrase, on dit toujours, quand tu craches en l'air un jour, ça te retombe dessus. Donc, pourquoi je parle de David Backes? Parce que d'abord, c'est un brillant joueur. 1m91 pour 100 kilos. Il a joué à Saint-Louis et Boston, notamment capitaine du côté de Saint-Louis. Mais nous, on le connaît bien en Suisse parce que, il a mis une énorme charge lors du mondial en Suisse. C'était le 4 mai à Berne sur Julien Sprunger. Voilà. Exact. Le problème, est-ce qu'il joue donc avec l'équipe des États-Unis, il faut préciser. Exact. Hein. Ouais, juste, tout à fait. Julien Sprunger, il faut juste pour comprendre un peu la gravité du truc. Sur le moment, ses jambes elles bougeaient plus et il a quand même passé sur la table d'opération pour une opération cervicale. Et le problème, c'est que ce monsieur, le lendemain, il a fait une déclaration qui a fait grand bruit, surtout en Suisse, parce qu'ils lui ont dit, mais quand même, vous avez mis une sacrée charge et tout. Et lui, il a répondu, non, j'ai aucun regret. Et d'ailleurs, en NHL, j'aurais même pas eu 2 minutes, ou peut-être 2 minutes. Voilà, bref. Mais, il arrive un moment où, comme on dit, le karma te rappelle, et c'est ce qui s'est passé avec lui. Alors, pour juste situer, 10 ans plus tard, il s'est retrouvé dans une situation incroyable, c'est-à-dire qu'il a eu une collision avec Scott Sabourin, joueur de Philadelphia. Et alors déjà, quand on rentre dans un gars qui s'appelle Sabourin, on se doute que ça fait des dégâts. C'est ça. Ouais, mais alors, c'est 2 Golgoth qui sont rentrés l'un dans l'autre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans cette collision, Sabourin est retombé par terre, il s'est mis à convulser, il y avait du sang qui sortait par les oreilles, par les yeux, enfin c'était horrible. Et en fait, il a totalement paniqué parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé sur le banc, il était tellement pris par les émotions qu'il est parti, il chialait sur le banc, enfin il était vraiment pas bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il avait un jeu extrêmement physique, mais il a fini sa carrière en 2021 avec
10 commotions cérébrales. Donc, je serais très curieux de savoir. C'est-à-dire pratiquement autant que Julien Sprunger. Voilà. Et c'est juste pour dire que, encore une fois, le hockey est effectivement un sport de contact, mais quand tu as 20 ans, 30 ans ou 35 ans, t'es plus la même personne. Et je tiens à préciser une chose, et j'en parle d'autant plus qu'on est en play-off, c'est que ce genre de joueur qui a un gros potentiel physique, et donc d'intimidation, et notamment pour les play-offs, c'est très important, souvent, c'est l'entraîneur qui tient la télécommande. Et je pense que le jour où tu as des enfants, le jour où tu commences à voir la vie d'un autre aspect, le jour où tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des gars qui ont des commotions et puis qui commencent à avoir des dommages collatéraux, peut-être que tu penses différemment. Et c'est pour ça que je dis, quand tu craches en l'air, un jour, ça te retombe sur la tête. Donc, le karma a fait qu'en 2021, il a stoppé sa carrière. Il a eu énormément de blessures et notamment 10 commotions cérébrales. Ouais. Voilà. Voilà. C'était mon numéro 42, bien développé par Christian Ponty. Allez-y, Christian, est-ce que vous voulez compléter par d'autres? Yes, mais je vais laisser l'aspect français à mon ami Lolo. Non, mais vas-y. Non, mais on lui laisse le français. Allez. Non, mais moi, j'ai pas de français. Moi, j'ai du russe, moi. Il l'a oublié. Ah, ok. Non, je l'ai pas oublié, mais. Après le 41, la semaine passée avec Bellemare, on a Alexandre Texier, qui a joué à Columbus, qui a joué à Zurich avec le 42. Donc, je sais pas, dans les 41, 42, les Français ont l'air de bien aimer. Mais moi, c'est pas sur lui que je voulais me diriger. C'est un autre que j'aime bien, et qu'on connaît tous en Suisse, et qui a plein de particularités assez intéressantes. Moi, c'est Nathan Gerb, qui a joué à un moment donné pour le Genève Servette. Ouais. C'était la grande recrue annoncée de un petit joueur. Oui, Gerby. Nathan Gerby, ouais, exact. Gerby. Donc lui, il a joué avec les Carolina, avec Saint-Louis, et il a joué la saison 2016-2017 et la 2017-2018 avec Genève. Il a fait la première saison 26 matchs, 22 points, et la deuxième saison 19 matchs, mais c'est surtout qu'il s'entendait pas du tout avec Chris, ça matchait pas, alors que pourtant c'était un joueur, il se réjouissait, il avait annoncé que ça serait le gars électrisant, etc. Comme quoi des fois, hein. Mais bon, ça c'est un peu l'histoire. Mais justement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une idée? Il a une particularité, Nathan Gerber, qu'il place en deuxième position au niveau des joueurs de NHL. Vous savez ce que c'est? Sa taille. Exactement. Il faisait et il fait toujours 1m63. Et en fait, il a un seul joueur qui a été plus petit que lui. Théo Fleury. Ah non. Moi aussi j'aurais dit ça, mais non, Fleury il était à 1,65. Non. En fait, alors il y a un joueur qui était plus petit que lui. Et, il joue à Mosquito. Non, mais si vous connaissez, je vous dis chapeau. Il s'appelle Roy Wouters, ok? Et il faisait 1m60. Alors, le oui, là, tu l'as frappé à Lolo, parce que je vais te dire un truc. Il est né en 1900, le 19 octobre exactement. Et okay. Alors bien sûr. Je vais vous expliquer parce que c'est malin, mais évidemment, 1900, c'est clair. Comment n'avons-nous pas pensé à ce gars-là? Voilà, mais je me suis quand même renseigné sur lui, mais parce qu'attendez, l'air de rien, sérieusement, c'est un sacré client. C'est un mec qui a fait 12 saisons en NHL, 484 matchs. Il a été MVP de la saison, tout le monde s'en souvient, de 1927 et 1928 et 1929. Il a pris le Vezina en 1930-31. Et donc, il était Gardien. Et donc, c'est le Olivier Anken de la NHL qui, à côté, est un géant puisqu'il fait 1m65. Voilà. Il a été lobé plusieurs fois dans sa carrière. Voilà, exactement. Mais n'empêche que Vezina, bon, après, c'est une autre période, évidemment, mais il a quand même 484 matchs. Ils n'arrivaient pas à lever le puck. Hein. C'est pour ça qu'il était bon. Merci Christian pour ces bons souvenirs. Allez, on va parler Russie, alors, si j'ai bien compris. Sergei Makarov. 424 matchs NHL, des centaines de sélections. Mais il a aussi joué avec le 24. Il a joué aussi avec le 24, le 42, Fribourg-Gotteron, 1997. 8 fois champion du monde, 2 JO, une Canada Cup, la femme en 2001. Donc maintenant, il est vice-président en KHL de Chelyabinsk. Ok. Ensuite, on a Artem Anisimov, 700 il a fait 700 matchs NHL, un peu plus, une fois champion du monde. Il a joué à New York, Columbus, Chicago, Ottawa. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Ensuite, dans le championnat suisse, il n'y a pas très longtemps. Il est encore en activité, il me semble. Je crois qu'il joue encore.
mais en AHL, je dirais. Je crois qu'il est en AHL, exactement. Ouais. J'ai pas vérifié. Et après, dans le championnat suisse, il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui est blessé, Nordstrom à Davos. Baltisberger qui joue à Langnau en ce moment et Tobias Geiser qui a été éliminé hier soir avec Zug. Voilà pour mes numéros 42. Moi, j'ai juste rajouté un truc sur ce que tu as dit, c'est que Makarov, on a un souvenir commun avec Philippe, c'est qu'il était là au match d'adieu de Bikov. Et il était à côté de nous. Et franchement, au début, je l'ai pas reconnu tellement il a forci. Et en fait, on m'a dit, tu connais? J'ai dit, non, c'est qui ce gars? Genre, c'est le chef Matt? Non, c'était Makarov. 8 fois champion du monde. Ouais, non, incroyable. Ouais, il avait forci, mais pas autant qu'à certains. Krutov. Non, mais Krutov, il avait joué à Zurich. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, on l'appelait le tank. Et il y avait eu à l'époque dans le journal alémanique Sport, qui paraissait 3 fois par semaine, une caricature de Krutov. Il avait sauté de la bande et en fait, il y avait un trou dans la glace. C'est comme ça qu'on représentait Krutov lorsqu'il sautait sur la glace à l'époque à cause de son poids. Voilà. Bon, merci messieurs pour cette première rubrique consacrée au numéro 42. On va passer maintenant au casque d'or et au casque de plomb. J'ai envie d'entamer immédiatement cette émission avec un débat. Donc, mon casque d'or va faire, j'imagine, débat, puisque vous le savez, ce matin, nous avons reçu sur le coup de 10 heures la décision concernant la suspension ou non de Gavin Bayreuther, le joueur du Lausanne Hockey Club. Eh bien, moi, je vais attribuer un casque d'or aux 3 messieurs qui ont décidé de ne pas sanctionner Bayreuther. Alors, vous allez être surpris parce que normalement, pour un truc comme ça, on va donner un casque de plomb parce qu'on va se dire 2 poids, 2 mesures, mais enfin, pourquoi lui, il a rien alors que d'autres en ont plein? Alors, d'abord, je vais vous dire que si j'apprécie cette décision, c'est d'abord parce qu'elle vient d'anciens joueurs, puisque ce fameux sounding board qui est justement créé pour le traitement des infractions potentielles contre les arbitres est composé de Ryan Gardner, de Mark Reichert et de Philipp Ritz. Ce sont donc 3 joueurs. Donc, ils ont déjà la vision d'un joueur et non pas la vision d'un avocat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. D'un arbitre. Ou d'un arbitre, oui. Mais c'était un avocat dans le temps, le juge unique. Absolument. En même temps, moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que justement, ça va à l'encontre de tout ce qui a été décidé jusqu'à présent. Or, la question qu'il faut se poser, je pense aujourd'hui, c'est est-ce que finalement, on n'est pas assez sévère avec Bayreuther ou est-ce que la décision, elle est logique et ce sont toutes les autres décisions antérieures qui sont illogiques. Et moi, je pencherais plutôt de ce côté-là. Pourquoi? Encore une fois, ce n'est pas que je ne veux pas protéger les arbitres ou les linesmen, mais pour moi, ils font partie du jeu. Et à un certain moment, quand on est dans l'arène, on est obligé d'accepter certains contacts, qu'ils soient surtout involontaires, mais parfois à la limite de la régularité, où il y a une zone grise, où c'est quand même très difficile de savoir si c'est volontaire ou pas. C'est vrai que dans le cas de Bayreuther, on se dit qu'il aurait peut-être pu faire un petit quelque chose quand même pour éviter Dario Fuchs. Mais alors, par contre, on a vu des suspensions de 7-8 matchs pour des gestes qui, à mon sens, étaient dans le jeu sans être volontaires. Et voilà. Et puis, on prend 7-8 matchs comme ça. Et moi, j'ai envie de dire à ce moment-là que si les arbitres veulent être protégés, s'ils se sentent eux-mêmes agressés volontairement ou pas par les joueurs, eh bien, alors qu'ils ne fassent pas partie du jeu. À la limite, messieurs les linesmen, prenez vos décisions depuis les tribunes. Vous verrez tout aussi bien peut-être qu'en étant sur la glace. Pourquoi pas? C'est une idée comme ça qui me vient à l'esprit. Mais si on n'accepte pas de faire partie du jeu avec les bons côtés, mais également les mauvais côtés, on n'a rien à faire sur la glace. Et à un certain moment, même si je suis bien entendu pour qu'on ne touche pas aux arbitres, même si franchement j'ai une grande admiration pour les arbitres et je n'aime pas tous les débats quand on dit mauvais arbitrage, moins beau arbitrage. On a reçu des questions cette semaine nous demandant justement ce qu'on pensait de la question de l'arbitrage pendant ces playoffs, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Moi, j'aime pas tellement ce genre de questions. Par contre, là, je jette un peu un pavé dans la mare. Je dis, bravo. Pour une fois, on a pris une bonne décision. D'accord, il y a eu contact. Il y a peut-être eu un petit mouvement volontaire ou en tout cas, il n'a pas cherché à éviter le contact. Mais moi, je dis, bravo. Voilà une décision qui est bonne. Ce qui veut dire que toutes celles qui ont été prises avant ou la plupart de celles qui ont été prises avant, étaient des décisions erronées. Donc, casque d'or à ces messieurs. Je vous écoute. Ok. J'y vais, Christian? Vas-y. Vous allez me démonter, mais bon. Non, mais je vais déjà. Hier, quand on a eu l'émission, le journal du hockey, je vous ai dit, c'est les playoffs, peut-être 2 matchs, et ça vous a pas plu parce que vous avez dit, mais parce que c'est les playoffs, en fait, c'est 0. Donc, finalement, je pense que ça a un lien, et puis surtout, il n'y a pas eu de pénalité pendant le match. Alors, moi, je me suis renseigné auprès de l'arbitre, Dario Fuchs, numéro 67. Effectivement,
il y a le contact, donc il est blessé à la nuque et il a des maux de tête. Effectivement, il y a un petit geste de la main et effectivement, à la fin du match, Monsieur Strickler a demandé à Monsieur Genadzi de parler à Barreuter pour qu'il aille s'excuser auprès de Monsieur Fuchs, ce qu'il a fait. Voilà. Déjà, ça, comme ça, on arrête de raconter tout et n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je rebondis là-dessus parce que mon casse de plomb, c'était pour Christian Morty, Borgman et Barreuter. Pourquoi? Parce que là, je parle du côté sportif. Pour leur indiscipline dans les moments cruciaux de la saison et surtout par rapport à leur statut. Et surtout dans et surtout dans la situation actuelle. Borgman, on a Delarose de blessé. Et donc, du coup, si d'un coup, il y a un gros défenseur qui se blesse en défense, t'en as peut-être besoin, un gros défenseur suisse. Ensuite, Marty, on en a beaucoup parlé dans les émissions précédentes. Le fait que Troutman soit opéré, on a plus qu'un top 4 et le 5 et 6, c'est compliqué. Du coup, on fait jouer le gardien suisse Zumbul dans les cages. Et puis, Barreuter, dans la situation actuelle du Lausanne Hockey Club, s'il avait été suspendu, c'était dramatique parce que on a vu ce que ça faisait avec 1-5, donc un défenseur, 5 attaquants étrangers. Mais surtout, ça se modifie totalement les powerplays de Lausanne. Et puis exactement, contre Langnau, ça marchait pas. Donc voilà, moi j'ai pris un peu de hauteur et pour une fois, j'ai été lire un petit peu les commentaires. Essayer de comprendre un peu. Puis j'ai trouvé ça on va partir un peu sur l'humour, mais en fait, je vous rejoins un petit peu sur votre provocation, Philippe. Il y a un gars, il a marqué pas de suspension, il morphe déjà assez avec son prénom. Je trouvais ça assez mignon. Enquête ouverte, écoutez bien, enquête ouverte et suspension à venir pour le numéro 67, Dario Fuchs du HC Zèbre pour simulation et embellissement. Pas mal. Celle-là, elle est vraiment très solide. Les valises de cash ont été déposés au consulat général de Russie, et donc j'ai été voir où c'était. Il a marqué l'adresse exacte à l'attention du sounding board. Incroyable. Merci les Lausannois pour cette jurisprudence. Et là on vous rejoint. Non, je suis d'accord. Gavin se protège comme il peut sur une tentative de charge vicieuse et violente du Zèbre. Et celle-là, elle est incroyable. Grande nouvelle. Kolnick revient en jeu. Il préfère la période actuelle. Ça frappe plus. Il avait effleuré un arbitre et avait pris 7 matchs à l'époque. Kolnick. Et puis la dernière chose, sage décision pour éviter que cela dégénère. Donc il y a quand même eu beaucoup d'humour sur les réseaux. Mais une fois de plus, là où je reviens, c'est que finalement on est en plein playoff et on parle pas de hockey. C'est exactement comme un petit peu quand on a fait de la pseudo-politique avec les matchs Canada-USA. Et voilà. Donc, c'est bien dommage. Je suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que ça soit 3 joueurs, mais qu'il y ait une procédure qui soit pas très uniforme en fait. Mais en fait, là, on a le ressenti de joueur et pas seulement le ressenti d'arbitre. Oui. Et puis j'allais en parler. Oui, mais attends, je finis juste, Christian. Mais le ressenti de joueur, il est comme ça, il est énervé. Ah ouais, mais c'est-à-dire qu'on les écoute une fois. Non, mais il le pousse volontairement. Oui, mais ça, on est d'accord. Est-ce que c'était une agression? Non, c'est un geste normal dans le milieu du hockey sur glace. D'accord, c'est sur l'arbitre, c'est un peu plus embêtant, mais l'arbitre fait partie du jeu et il doit accepter aussi ce genre de poussette dans l'excitation du moment. Philippe, vous faites ça à un joueur pendant un match, vous avez une pénalité, peut-être même majeure. Selon la brutalité du geste. Je vous parle du geste au niveau de la nuque. Ouais. Je vous parle du geste au niveau de la nuque. C'était pas au niveau de la nuque. Si, il l'a pris en haut du dos et il l'a projeté. Bref. C'est parce que Dario Fuchs, il est petit. Non, mais le truc, c'est qu'on doit pas toucher un arbitre. Effectivement, je vous rejoins sur une chose. C'est qu'il y a eu des sanctions et on était outrés lorsque, par exemple, Schmid, il tourne, il voit pas l'arbitre, il touche le patin. Mais c'est là où il y a un vrai problème. Parce que maintenant, la prochaine fois que ça va arriver, il y aura une jurisprudence, c'est clair. Soit les arbitres, ils voient tout de suite, ils communiquent tout de suite, et le mec il prend vestiaire. Et puis là, ça permet au juge unique d'ouvrir une enquête sans passer par cette commission de joueurs. Soit, ça passe à l'as. Bon, dernière question. Là, c'est une question à Christian. C'est une question à Christian maintenant. J'ai une question à Christian. T'es arbitre professionnel. Ouais. Probable, mais ça risque pas d'arriver. Non, mais tu vois ça. Aujourd'hui, cette décision, comment tu te sens? Ah, mais bien sûr. Je pense que les joueurs sont contre moi. Moi, ce que je vais rajouter à ce que tu dis, c'est que ce qui est quand même intéressant, c'est que la décision, elle est prise par 3 anciens joueurs et il n'y a pas d'arbitre dans l'histoire. Et effectivement, moi,
j'avoue, pour moi, c'est quand même un peu une décision de bon sens sur le fond. Parce que finalement, tu sais très bien qu'il n'a pas voulu, bref. Même si je comprends le fait qu'on ne doit pas toucher aux arbitres. Mais le problème, c'est que pour moi, on est allé dans l'esprit inverse. Et je vais vous donner un exemple concret. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en NHL avec Toronto. Donc, Toronto, ils dégagent le puck alors qu'ils sont en infériorité numérique lors d'un overtime. L'arbitre, il tape, il reçoit le puck sur son mollet. Rebond, ça donne breakaway. Un puck, breakaway, exactement. Et Toronto marque. C'est tellement serré en ce moment avec la course au playoff que peut-être que ce point va être décisif. Ok. On n'arrête pas de taper sur les joueurs qui tapent sur un joueur pour X, Y raison parce que c'est le règlement. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'autre sens? Qu'est-ce qu'on fait dans l'autre sens? On en a parlé la semaine passée, Laurent en a parlé. Et moi, je trouve que, voilà, pour moi, la commission des arbitres, enfin, la commission de décision devait être fondée d'un arbitre et de joueurs. Et voilà, comme par enchantement, la décision, elle est prise par des anciens joueurs parce que je pense qu'il y a aussi une question de feeling. Et moi, je pense que, pour moi, c'est une décision de bon sens parce que, effectivement, dans l'intention, en tout cas, personne ne pense une seconde que Bayreuther, il veut mettre un coup à un arbitre. Et puis moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pour l'écarter du jeu parce que non, mais pour moi, il le voit, il monte sa canne, il le touche. Oui, mais Laurent, je suis d'accord là-dessus. Tu sais aussi comme ça va vite. Je suis d'accord. Non, mais ça va vite, mais là, tu sais aussi techniquement que tu es capable de l'éviter. Tu le sais très bien. Tu as juste à t'ouvrir tes hanches et de l'éviter et tu le touches pas. Sauf qu'il a pas envie de faire l'effort. C'est tout. Et du coup, la problématique, c'est pas le coup qu'il met à l'arbitre. La problématique, c'est le statut qu'il a dans l'équipe et l'équipe dans laquelle il joue, dans la position où ils sont actuellement. Et ça, c'est plus grave. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ce que tu veux dire, c'est que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin, ça serait peut-être pas arrivé si c'était un défenseur de Langnau, parce que justement, le statut du club, etc. Non, c'est pas ça. Chaque joueur est égal pour moi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il doit être encore plus concentré qu'un joueur de Langnau et pas le faire parce que, justement, son équipe, elle a fini premier, il y a une grosse pression et qu'ils sont en train de perdre ce match. Attendez, un joueur est censé suivre le jeu. Un arbitre est censé suivre le jeu et il est aussi censé on a une vision se 360. protéger. On a une vision 360. Quand vous changez, vous êtes en train de regarder au loin, mais vous le voyez devant vous. Vous avez juste à ouvrir vos hanches et ouvrir vos patinage arrière des arbitres et on discutera. Voilà. Non, mais le patinage, il est pratiquement à l'arrêt, l'arbitre, quand il se percute. Il est pas en train de, il est pas de vitesse. Être à l'arrêt à cet endroit-là. L'arbitre à l'arrêt, c'est le long de la bande, c'est pas au milieu. Non, mais peut-être, mais il doit l'éviter. Ouais. Alors, voilà, après la décision. La décision, elle a été prise, mais moi, là où, sur la décision, on peut discuter, on est d'accord ou pas d'accord, mais s'il avait été suspendu, là, ça aurait été très grave, mais pas pour la suspension, mais pour le club. Mais bien sûr. Non, mais aujourd'hui, les deux sont avec Lausanne, clairement. Là, pour moi, c'est là où j'ai un vrai problème. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Ward, il doit aligner Bayreuther. Ah bah, il va l'aligner, mais le problème, imaginez Philippe. Voilà, moi maintenant je vais faire l'avocat du diable. Imaginez ce soir, il y a Sari Harvey, il change et il percute l'arbitre. L'arbitre le signale et il se fait expulser et il y a une enquête ouverte. Vous imaginez là? Et il se prend 3 matchs. Vous imaginez? Ça serait pas possible. Mais ce n'est plus possible. Ah mais si! Le règlement dit. Oui, mais le règlement. Mais en l'occurrence, on a le sentiment que... Laurent, il y a le règlement et le tarif playoff. Ouais, mais le tarif playoff, mais c'est pas pareil. Ce que vous comprenez pas, c'est que cette commission, elle s'est réunie parce qu'il n'y a pas eu d'expulsion de match. Ouais, si d'un coup il y a un arbitre qui est touché et qui dit ouais, il a fait exprès de me frapper et qu'il expulse, cette commission, elle est plus consultée. Ça va directement au juge unique. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête, en fait. C'est exactement. Ouais. Non, en fait, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'ouverture d'enquête. Voilà, mais il y a une ouverture d'enquête. Et aujourd'hui, si ça se fait le juge unique, Bayreuther, il prend des matchs. Bah, il y a une ouverture d'enquête lorsqu'il y a une expulsion de match. Ouais. Et là, sur le moment, il n'y a pas eu, donc. Et voilà. Ouais. Et donc même voilà, pas de pénalité de 2 minutes, rien, 0. Quoi. Et en fait, quand vous regardez un petit peu, si vous regardez un petit peu aujourd'hui les médias, quand vous regardez le matin, le titre c'est la commission de discipline s'est ridiculisée. Quand vous lisez votre ami Klaus Zog, c'est marqué stupide, scandaleux, arrogant, une décision qui rend la ligue ridicule. Quand vous c'est Klaus Zog. Oui, non mais évidemment, mais quand vous allez sur le Blick, c'est complètement différent.
avec 5 matchs, Maninen en était sorti avec une sanction proportionnée. Là, Barreuter n'est pas sanctionné. Je pensais qu'il serait. C'est Beau qui parle. À quelle hauteur? Aucune idée. L'avantage, on nous laissera tranquille avec des histoires de romans mal aimés. Donc, vous voyez comment la perception. Là, j'ai pris 3 quotidiens. Watson, Blick et Le Matin. Non, mais je disais Klaus Hope parce qu'on sait tous qu'il adore Langnau. Oui, évidemment. Évidemment. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout cela, c'est que si ça se reproduit rapidement. Ah, mais faut que ça aille dans le même sens. Alors, ça, c'est clair, parce qu'autrement, ça va partir dans tous les sens. Oh là là, c'est ça. Imaginez si tout d'un coup, Zurich a un problème comme ça et que ça part. C'est ça. Et donc là, évidemment, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, après, à l'été, il y a une réflexion et puis il y a un règlement qui va se mettre en place. Mais là, vraiment, cette commission, elle a été faite lorsqu'il n'y a pas de décision. Justement, arbitrale. Du cas, c'est ta faute, on a 12 minutes au premier casque. Oui, d'accord, mais on ne peut pas dépasser l'heure aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on va essayer de gérer cette émission au mieux. On va en rester là pour le sujet. Ce que l'on sait, c'est que Marc Vaucher, le patron de la Ligue nationale, effectivement, a un peu de peine aussi à comprendre ce qui s'est passé et va devoir légiférer durant l'été. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, ça, c'était mon casque d'or. On va vite écouter les vôtres. Ok, moi j'y vais vite. Moi, il est pas long. Au HC Davos, pour leur niveau de jeu, malgré que ça soit une équipe de voyous avec un coach qui l'est aussi selon la science infuse, je trouve qu'ils sont impressionnants d'énergie avec un bon mix entre les joueurs étrangers et suisses. Qualifiés en demi-finale en 4 matchs avec Ashliman à pratiquement 97%. 5 joueurs dans le top 10 du scoring, 11,43 au niveau de l'efficacité, 40% au powerplay, 95% au boxplay et rajouté, qualifié en demi-finale également en U17 Elite, en U20 Elite. Tous les feux sont verts du côté du HC Davos, c'est un grand bravo. Ouais, je suis quand même obligé de vous demander un complément là parce que je sais qu'il y a quelques supporters de Davos romans qui nous écoutent. Club de voyous. J'ai entendu ça sur un plateau que c'était une équipe qui pouvait être limite dangereuse et à l'image de leur coach. Donc moi j'ai repris ces propos et je suis absolument pas d'accord avec ça. Ce ne sont pas les vôtres, d'accord. Okay. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Là. À part en bulle, on sait que c'est un voyou en bulle, mais à part ça. Qui c'est qui a marqué encore hier soir? C'est moi qui vous ai. Moi je vais prolonger ce que Laurent dit. Il a marqué avec la visière en bas en plus. Tranquille, les yeux fermés. Bon, Christian, à vous. Lolo, moi je vais juste prolonger ce que tu as dit et après je vais aller sur mon casque d'or. Mais moi je pense que le fan absolu actuel de Davos, c'est Monsieur Tapola, parce que je pense qu'il rêve d'avoir une équipe qui joue comme Davos, c'est-à-dire agressif à la limite, mais efficace. Et c'est exactement, en quelque part, je pense que le profil qu'il aurait souhaité pour son équipe. Et il faut dire une chose, Josh Holden, c'est quand même c'est un disciple de Tangnes. Et quelque part, alors moi je viens à mon casque d'or, je le donne à Down Tangnes. Attends, Christian, juste, il y a un truc qui a dit très important. Tu as parlé de Tapola. Est-ce qu'on peut juste faire une aparté sur Kaoun? Parce que Tapola, il voulait absolument plus de Kaoun. Parce que c'est un playmaker et qu'il avait Sarnik. Mais Sarnik, il est blessé. Et puis Kaoun, parce qu'on a beaucoup parlé de Tapola en disant qu'il fait des bonnes choses. Mais là, il a fait sacrément de la merde. Parce que là, tu as Kaoun qui performe avec Lausanne et tu as Sarnik en tribune et tu vas peut-être perdre la série à cause de ça. Alors, donc là, il est 100% responsable. Je vais venir. Parce que, on a pu parler pour Fribourg, mais moi, je pense que il y en a un qui joue très gros, c'est Tapola, parce que l'air de rien, il commence gentiment à passer pour un mec capricieux, parce que ça va pas, c'est pas comme si, c'est comme ça. Exact. Mon gars, t'as du super matos, et le meilleur exemple, c'est Kaoun. Et je pense que il arrive un moment où un gars comme Lutti, il va pas être patient ad aeternum, parce que on a annoncé Berne en reconstruction, mais avec des moyens, c'est pas que blabla. Et pour finir, j'ai l'impression qu'avec Tapola, il a un petit côté Max Hurley. Ça veut dire que des grandes années. Ça veut dire qu'il fallait que dans son équipe, la vedette, ça soit Chris Max Hurley. J'ai un peu l'impression que Tapola, c'est la même chose. Exact. Et en fait, comme par hasard, dès qu'il y a, parce que Caron, c'est quand même un mec brillant. C'est pas le seul, mais il fait partie de ces coachs-là. Exactement. Et moi, je pense que oui, il arrive avec un palmarès long comme le bras, mais n'empêche que ce qu'il a pas l'air d'avoir compris, même si on doit certainement lui expliquer, c'est que oui, en Suisse, il y a du beau jeu, des patinoires pleines, tu gagnes bien ta vie, mais arrive un moment, tu dois gagner. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que je dis que moi j'aime beaucoup Josh Holden parce que pourquoi? Parce que Josh Holden, c'était un voyou, mais c'était un beau voyou. Et à quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé en bas de l'échelle, il s'est fait former, il est monté à l'étage supérieur avec qui? Avec Dan Tangnes. J'y viens. Mon casque d'or, c'est Dan Tangnes. Pourquoi? Pour son fair play. Et c'est souvent dans la défaite
qu'on voit l'envergure d'une personne, parce que dans la victoire, c'est facile. Ok, j'ai beaucoup aimé son interview d'après-match. Josh Holden, qui était ému aux larmes, il a donné un brillant hommage à Josh Holden. Comme j'ai dit, il était ému aux larmes. Il s'est retrouvé devant les supporters d'Ouga alors qu'il avait perdu. Ouais. Exactement. 7 ans de bonheur et de réussite, parce que quand même, 2 titres d'affilée avec une équipe comme ça, moi je dis respect. Moi, il y a aussi un truc que que j'aimerais relever avec Tangnes, c'est que ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il voit pas le sport comme une guerre. Et moi, j'aime ça. Et j'ai trouvé des exemples concrets dans le monde du sport et je trouve que ça lui va vachement bien. Moi, l'autre jour, j'ai entendu une interview de Nadal qui a dit « J'ai adoré mes années contre Federer parce que on n'a pas eu besoin de se détester pour bien jouer au tennis. » Et moi, j'en ai un peu marre. Lui, il faisait opposition avec Connors McEnroe, juste pour dire « Moi, j'aime pas quand il y a un climat de guerre. Je pense que ça reste du sport. » Et j'ai trouvé ça bien. Quelque part, Tangnes, il perd contre Josh Holden, qui a été vraiment son disciple. Donc, et pour dire, je vais aller même plus loin. J'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur quand j'étais joueur avec Star Lausanne, c'était Marianne Stasny. Et en fait, Marianne Stasny, ce qui était génial, c'est que c'était pas du tout un entraîneur tactique, machin, il s'en foutait un peu. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait le puck, il jouait à quel, il disait, mon Dieu, quel plaisir. Il était un peu roue libre. Par contre, il avait des anecdotes incroyables. Et un jour, il nous a expliqué un truc. J'ai adoré ça. Il a dit, un jour, on a battu l'URSS au championnat du monde avec la Tchécoslovaquie. C'était l'ennemi juré. Et nous, on était tellement contents qu'à la fin du match, on était dans une boîte, et c'était à Prague, perdu, un endroit où personne allait. Et en fait, ils ont fait la fête. Et sur qui ils tombent dans cette boîte? Des joueurs russes qui avaient réussi à se faire à la fenêtre et tout. Et en fait, ils avaient bu des tonnes de verres de vodka. Donc, moi, je précise, cette anecdote, il me l'a raconté, genre 15 ans après, à Québec, quand on est allé le voir avec mon pote Michel Libal. Et il nous a dit, ce qu'on a trouvé incroyable, c'est qu'on s'est mis des tartes pendant tout le match. Et on s'est retrouvé en face de gars qui avaient bu de la vodka. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des joueurs de hockey comme nous, qu'ils avaient une pression monstrueuse avec leur pays. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'aime bien cette notion de fair play et cette notion de finalement se rendre compte que finalement ça reste du sport, malgré la géopolitique, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on est loin de Dan Tangnes, mais c'est juste pour dire que j'aime bien le côté fair play. Et j'ai adoré. Il était déçu, son équipe a perdu, mais il a réussi à trouver le moyen de rendre hommage à Davos. Et j'ai trouvé ça génial. Messieurs, il nous reste 25 minutes d'émission. On n'a pas encore fait nos casques de plomb. Est-ce que vous avez un casque de plomb majeur aujourd'hui? Moi, vous l'avez déjà évoqué, hein, vous l'avez déjà évoqué, Laurent. Moi, j'ai parlé des 3 joueurs. Voilà, moi, j'ai parlé des 3 joueurs. Christian ouais. Oui, moi j'ai un casque d'or. De plomb. Casque de plomb. Ouais, pardon, de plomb, oui. Oui, j'ai un casque de plomb. Suite à l'article, encore une fois, de notre ami Klaus Sog, excellent, mais qui adore foutre la merde. En fait, il a dit le HC Lugano ne peut pas être relégué. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans toute cette histoire, c'est que en fait, pourquoi on dit que Lugano ne peut pas être relégué? C'est pour une raison très simple, c'est que finalement, la National League, c'est une SA. Donc, quelque part, c'est un gros bullshit, parce que ça veut dire que finalement, si par miracle, parce que j'y crois pas trop non plus, mais que Lugano devait être relégué, c'est déjà prévu qu'il y aurait 15 équipes. Mais, Denis Vaucher, lui, il dit, non, moi, je suis président, et non. Non, je suis pas d'accord, je le laisserai pas faire ça. Sauf que c'est pas Denis Vaucher qui décide. Il suffit qu'il ait 3/4 des décisions des clubs. Donc ça veut dire que, à quelque part, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que la National League et la Swiss League, ça est 2 entités totalement différentes, et que la National League, dans le fond, ils font ce qu'ils veulent. Donc, et on a parlé avec Luc Tardif, oui, en réalité, la National League est une ligue fermée. C'est ce que je pense. Excellent casque de plomb. Merci Christian Ponty. On va passer maintenant, on a déjà bien parlé d'actualité, mais on va quand même passer sur les matchs. On va parler des romans qui sont encore en lice. Il y en a 3. On va passer comme ça sur Brest sur les confrontations entre Suisse et alémanique. Non pas que, c'est aussi une question de temps. Aujourd'hui, on commence par quoi? Les matchs passés ou bien le match futur? On commence avec les matchs passés. Allez. Les matchs passés, ouais. Lausanne. C'est beau.
Fribourg, pardon. Fribourg, rapidement, on en a parlé, hein, l'absence de la Rose, ça peut être un problème sur du moyen terme. Et quand je parle sur du moyen terme, je parle si ça fait une grosse demi-finale, si ça se passe l'écart, demi, puis ça va plus loin, parce que c'est un joueur très important et il sera très difficile à remplacer. C'est le plus gros temps de jeu, c'est le joueur le plus important dans certaines situations, et puis c'est un leader dans le vestiaire. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, la résilience et puis la façon de jouer, même hier soir quand ils sont dominés, ils arrivent à maintenir le score, et la grande différence, c'est Berra et Rendeborn, hein. Il y a vraiment 2 classes d'écart, et c'est ce qui fait la différence au score. Les 2 gardiens sont moins forts. C'est ce qui fait la différence. Mais voilà, avec Berne, ça l'a jamais. Donc attention, l'acte 5 samedi, parce que ça peut, du coup, tu te remets de la pression en cas de défaite. Donc là, il va falloir vraiment tout donner. Et tu reviens chez toi. Et là, on sait jamais ce qui se passe sur un match. Donc ne va pas jouer un acte 7 à Berne. Évite ça. Donc voilà. Mais par contre, brillante série de Fribourg, et on a dressé des louanges depuis un moment. Mais Brillant Berra. Ça, c'est devenu un. Schmid, redevenu une clé essentielle. Ouais, et puis tous les défenseurs, enfin tout le monde. Puis c'est surtout la cohésion d'équipe, quoi. C'est vraiment une équipe de play-off qui se bat sur chaque puck, et ça donne ce résultat-là pour l'instant. Ouais. Ouais, alors moi je vais rajouter des choses par rapport à ça. Moi, ce que je trouve, enfin finalement, bon, hier Fribourg il gagne sur la prestation de Berra et l'opportunisme de Berchi. Non. Mais après, l'opportunisme dans le sens, non, je sais, c'est une immense erreur de le but miraculeux du 2 à 1. Le but gag. Voilà. Mais n'importe quel entraîneur va dire, oui, mais il a mis le puck honnête. Ouais. Mais bien sûr que c'est ça. Mais moi. Ouais, parce qu'en parenthèse, excusez-moi, je vous interromps, 15 tirs cadrés de tout le match pour Fribourg. Hein. Non, mais c'est ça. Pas beaucoup, c'est ça. Non, mais en fait. C'est pas beaucoup. 5 en 2 tiers. C'est une vraie série de playoffs incroyable, parce que les détails, si tu regardes les Berchi, Radgat, Schmidt, Souter versus les Moser, Chervé, Lehmann, ça se vaut, c'est vraiment. Mais par contre, c'est vraiment des détails. Par contre, moi, ce qui fait la force de Fribourg, c'est ce qui m'inquiète aussi. Parce que Berra, putain. T'as vu les prestations, et à son âge, moi j'espère qu'il pète pas. C'est juste que ça. On en a parlé ce matin. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, c'est ce que tu appellerais, Laurent, le facteur X, mais il faut qu'il tienne. J'espère juste qu'il tienne. Et ça, après, moi je voudrais aussi quand même dire que pour moi, la ligne Lilia Weberchi, franchement, dans le jeu physique, c'est solide. Lilia, honnêtement, bon, Berchi, c'est sa vitesse, mais franchement. Linden Veil, il est vraiment très important dans ce line-up. Il y a aussi le travail obscur. Voilà. Il garde dans les duels, mais incroyable. Parce que, ce qu'il faut dire un truc, c'est que pour moi, dans cette série, je pense que Berne joue moins à contre-nature dans le jeu physique que Fribourg. Et c'est aussi pour ça que ça doit durer. Et c'est là qu'on dit toujours, et c'est vrai, tellement important de passer le premier tour, parce que si tu passes le premier tour avec des temps de jeu corrects, parce que là aussi, on n'est pas dans des temps de jeu où tu as le premier bloc à 24 minutes. Non. Ça, c'est bien géré. Donc, ça veut dire aussi que ce qui va se passer, c'est que le gagnant de cette série, je pense que psychologiquement, il va être très fort. Mais par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que Fribourg, ils ont pas la profondeur d'équipe de Zurich pour jouer avec un gardien toute la série. Donc j'espère juste, mais vraiment j'espère pour nos amis fribourgeois qu'ils tiennent le coup, quoi. Parce que pour l'instant, il est stratosphérique. Et moi, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Berra à ce niveau-là. Ouais. Bon, ben voilà, Fribourg qui se retrouve donc menant 3 victoires à 1 face à Berne. Match à suivre à Berne demain. Samedi. Ouais, samedi. Exactement. Et 19h35 sur les membres. Ah oui, je vais ajouter un truc. Malgré la taille et la dimension, je pense que l'avantage au niveau du public, c'est Fribourg. L'ambiance à Fribourg. Et aussi par rapport à la proximité. Parce que vous êtes déjà allé à Berne. C'est vrai que c'est grand, c'est immense, mais il y a cette espèce d'immensité. À Fribourg, c'est focus. Et puis à Berne, si le public n'est pas enthousiaste, ça sonne creux. Ouais, voilà. C'est ça. Non, mais en plus, c'est pas, il y a cette espèce de proximité, cette pente à Fribourg, c'est vraiment un chaudron. Et moi, j'avoue, c'est une enceinte faite pour les playoffs. Vraiment. Ah, voilà. Eh ben, espérons que ce soit payant pour les Fribourgeois. Réponse donc ultime ou à voir. Hein. Réponse donc demain soir. Coup d'envoi 20h effectivement en direct sur l'Aimant Bleu avec les commentaires avisés de Laurent Perroton et de Chris Rivera.
Allez, on passe maintenant au Lausanne Hockey Club et puis après on terminera avec Ajoie, le Lausanne Hockey Club, donc 2-2 dans la série. Ah, on sent finalement dans le club, on n'est pas trop inquiet, le supporter l'est sans doute un peu plus. Normalement, il n'y a pas de quoi être vraiment inquiet. Moi, je suis pas d'accord. Mais Moi, je suis pas attendez, d'accord. ce qui me gêne, c'est une série de 3 désormais. Et sur Je une suis pas série de d'accord. 3, il y a des choses qui... Ah bah, à mon avis, Lausanne est quand même supérieure, mais dans l'état d'esprit, Langnau peut renverser les montagnes. Mais surtout à la Ouais. maison. À Lausanne, je ne vois pas Langnau encore une fois s'imposer ce soir. Bon, Ouais, mais moi je commence juste, Christian, j'irai sur le problème. Le problème, il est extra-sportif. C'est-à-dire que tout le monde parle de Barreuter et que finalement c'est une bonne décision, mais ça rajoute encore de la pression. C'est pas, en fait, depuis quelques temps, cette semaine, ça faisait bien longtemps que j'étais pas allé chercher ma machine à popcorn. J'ai été la chercher à la cave parce que dès que j'ouvre les journaux, c'est pour parler de Lausanne Hockey Club. Les péripéties avec Ward, après Barreuter, ça recommence. Et finalement, on sait qu'en interne, tout ce qui est direction, ça écrit, ça s'agite. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Alors sportivement, ils sont meilleurs, surtout à la maison. Langnau n'est pas très très fort à l'extérieur et ils font beaucoup de grosses erreurs dans des matchs décisifs. Maintenant, si Charlin rentre et qu'il est en pleine possession de ses moyens, ça peut changer les choses. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, ils sont meilleurs. Par contre, le match de ce soir, il est capital. Tu ne peux pas perdre ce soir. Tu ne peux pas aller donner une chance à Langnau d'avoir une balle de match à la maison. Parce que là, tu es très très mal. Donc le match de ce soir, et ce qui me dérange dans tout ça, c'est que Barreuter, avec son geste qui, ouais, bah, ça peut arriver, ça fait partie du jeu, ouais, mais n'empêche que on a parlé que de ça dans cette émission, dans tous les journaux on parle que de ça, et D'où l'importance. Le Lausanne Hockey Club est en première page des médias sur des faits qui ne sont pas du hockey. Et le hockey a été toute l'année le curseur, et ils ont été premiers du championnat, ils ont déroulé, et aujourd'hui ils sont dans les faits divers. Et on revient en arrière. Et même, ce matin, je me suis levé, je dis, aïe, on a déterré le cimetière indien. Allez, ça recommence. Ça recommence, c'est reparti, comme en 40. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que quand vous dites Barreuter, finalement, l'addition était bonne, est-ce que c'est pas une source de motivation supplémentaire pour Langnau? Mhm. Par exemple. Donc voilà. Ouais. Donc ça rééquilibre les débats, mais intrinsèquement, il y a deux choses. Page doit élever son niveau de jeu. La première ligne de Lausanne doit elle est pas là. se réveiller, mais quelque chose de sévère. Euh, Raffle, il y en a qui critiquent, mais il est rupteur. Il fait ce qu'il peut. Et puis la ligne Fuchs, Rochette et puis Kaoun, c'est très bien. Donc voilà. Si la première ligne se réveille et que la ligne à Rochette fait le job, il n'y aura pas de problème. Question. Alors moi, j'ai écouté ce que vous avez dit. Vous dites tous, ouais, Lausanne est favori. Moi, je vous dire favori sur le papier, parce que sur la glace, en tant qu'outsider, la pire chose qui pouvait arriver à Lausanne, c'est que l'Angleterre se mette à y croire et qu'ils puissent regarder Lausanne dans les yeux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai envie de dire, pour moi, alors déjà, on avait déjà cette question l'année passée quant à Suomela, par exemple, au playoff. Mais honnêtement, pour l'instant, moi, j'ai pas vu le vrai Suomela en playoff. Par contre, la grande satisfaction. Ou peut-être que tu as vu le vrai. Ouais, exactement. Et je reviens sur ce qu'on a dit l'année passée et en saison. Moi, je pense que à quelque part, si Suomela avait été hyper bon player, peut-être qu'il serait en NHL. J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut se poser la question. Maintenant, ce que je veux quand même dire, pour moi, actuellement, la satisfaction de Lausanne, c'est Rochette. Rochette, il livre la marchandise, il est bon. En fait, j'ai envie de dire, Rochette, c'est un élément qui fait que n'importe qui joue avec, c'est assez facile. Mais pourquoi? Parce que lui, il éclaircit son jeu, il a une vitesse qui fait qu'on peut pas jouer physique contre eux, c'est très compliqué. Et j'avoue que Kaoun, Fuchs et Rochette sont très complémentaires. Et même Langnau, quand ils ont envie de jouer physique, ils n'y arrivent pas contre eux. Pour moi, c'est la satisfaction. Après, Jäger, il est pas dedans, mais pour moi, c'est le résultat d'un essai raté avec le quatrième bloc, d'un impact. Et à quel prix? Moi, je suis désolé, on l'a dit, je ne dis pas pour être le gars qui veut avoir raison, mais Perlini, un gars qui a joué 4 matchs, il avait rien à faire là, et il joue sur le premier match. Moi, je pense que si tu es entraîneur, quand tu mets un Jäger sur le quatrième bloc, tu le prends, tu dis, écoute, c'est parce qu'on veut avoir un quatrième bloc très fort, tu auras un temps de jeu, blablabla. Il a dit oui, mais en attendant, je pense qu'il est frustré, et pour moi, il rate ses débuts de play-off, et c'est pas le fruit du hasard. La communication de Ward, il est excédé.
Ce que je peux comprendre, parce qu'évidemment, quand tu es finalement Langnau, c'est un outsider, ils ont rien à perdre. Quelque part, Lausanne, tout le monde l'attend, donc la pression, elle est clairement du côté de Lausanne, et encore plus ce soir, puisque si tu perds, là, t'es vraiment pas bien. Maintenant... Non, mais attends, Christian, il est excédé, mais nous aussi, on est excédé. Nous, on est aussi excédé par le jeu qu'ils produisent, par rapport à ce qu'ils ont fait avant Noël, et par rapport au line-up qu'il a mis en place. Parce que Ward, c'est un très bon entraîneur, c'est un très bon tacticien, il fait des super entraînements, il est dans le détail, mais c'est le Dieu tout-puissant. Personne n'a le droit de le toucher, alors que les autres entraîneurs, ils se font démonter à longueur de journée. Et lors de la conférence de presse, lorsqu'il répond comme ça, si Yann Cadieux avait fait ça, si l'entraîneur de Langnau avait fait ça, mais ça aurait fait un scandale monumental. Ouais. Donc là, je suis pas absolument d'accord. C'est que la position de Lausanne à l'heure actuelle, c'est ses choix et ses mauvais choix lors des 2 premiers matchs qui ont mis tout le monde dans la panade. Alors, justement, j'y reviens parce que je voulais juste finir ce que je voulais dire. Effectivement, pour moi, Perlini, j'aimerais juste comprendre un truc. Ok, ça nous est tous arrivé, Laurent, tu connais le truc. Tu crois au potentiel d'un joueur. Oui. Ça, c'est ok. On a aussi dit un truc, il a fait un bon match, mais attention, quand tu as joué 4 matchs, derrière, tu vas le payer, tu sais très bien. La Ligue suisse, c'est une ligue exigeante, ça va très vite. Au bout d'un moment, si t'as pas un fond derrière toi, tu risques de le payer. C'est arrivé. Ok. Alors maintenant, la chose qu'on ne sait pas, c'est à quel prix ils l'ont eu. Peut-être que c'était un deal qu'il fallait essayer. Pour moi, autant Kaoun, c'était un bon choix. Parce qu'effectivement, c'est un gars qui connaît le championnat. C'est un gars qui est pas là. Ouais, non, mais même, c'est surtout qu'il connaît le championnat, il est dedans, il y a pas de souci là-dessus. Et pour moi, c'était vraiment un bon move. Mais Perlini, pour moi, c'est ce qui fait qu'à quelque part, on a peut-être pas pu prendre une licence d'un gardien finlandais ou suédois qui était en fin de championnat, qui avait aucune chance pour les playoffs, et peut-être quelque part, on aurait une assurance, parce que si Page se blesse, on n'est pas bien. Ça, pour moi, c'est une erreur de casting. Après, je le dis pas ça avec le dire, ouais, je savais. Non, je dis juste, dès le début, j'ai trouvé, ok, Perlini, 4 matchs. Les 2 saisons d'avant, le gars, il a fait 20 et 23 matchs. C'est un joueur à problème. Avec des 20-23 matchs, il y a un truc qui joue pas. Bref, c'est ce que je pense. Après, juste pour finir, à force de donner confiance à Langnau, moi, j'ai dit, Langnau, il y a les teigneux. Les teigneux, c'est Schmutz, Rohrbach, Baltisberg, tous ces gars-là, tu leur donnes confiance, attention. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je pense que Lausanne a les moyens de réagir, mais que ça va être tendu et ça va être surtout serré. Et attention, le facteur X, ça pourrait bien être Starlin. Et ça, on parle pas d'un petit facteur X. On parle du gardien qui a été MVP du championnat. Donc, moi je dis danger, mais je pense que Lausanne a les arguments et le public pour gagner ce soir, mais il faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc, voilà ce que je veux dire. Et puis, encore une dernière chose. Juste quand même parler du cas Rohrbach. Le gars, vous l'avez vu sur le powerplay, c'est Tyler Moyle. Le même timing, la même chose. Avec Sari Järvi, quand il donne le puck, et le goal, les 2 goals, mais le dernier goal qu'il met contre Lausanne, il traverse toute la patinoire. Il fait un sprint et il finit avec 2 mètres d'avance. Le gars, il a la rage. Et en fait, lui, il joue bien plus que juste un quart de finale. Je pense que c'est un gars qui a envie d'être aux mondiaux. Voilà. Ouais, mais t'as raison sur Rohrbach, mais là, sur la séquence, sur Mela, on a parlé du jeu offensif, mais le jeu défensif, c'est son joueur. C'est à lui de patiner avec. Laurent, c'est pour ça que je parle des teigneux. Il faut arrêter de jouer à l'économie, parce que contre Langnau, tu vas pas gagner à l'économie. Et je reviens sur le coaching, le fait de pas avoir changé ta formule 2-4 en 1-5, ça a mis un bordel et ça a donné de la confiance à Langnau. Donc il peut être mécontent lors de la conférence de presse, mais c'est lui qui a mis son équipe dans le trouble. Exact, je suis d'accord là-dessus. Et je peux rajouter une dernière chose, c'est que Paterlini fait un sans faute, parce que juste pour information, ces 4 blocs, ils ont un temps de jeu équilibré. On parle pas d'une équipe comme Ambry où ton premier bloc il joue à 23 blocs. Non. Ouais. Ils sont à 16 minutes. 16 minutes de temps de jeu. Donc attention danger. Mais Lausanne a les outils pour faire ce qu'il faut, mais il faut que les gars se réveillent. Dernière chose, Boson. Boson, dans un match comme ce soir, j'espère qu'il soit sur la glace. Ouais. Bon, messieurs, on va rester là pour ce match-là. Et ma conclusion, par pure provocation, encore une fois, je rêve que ce soit Bayreuther qui soit le meilleur joueur de la soirée. Comme ça continue à nourrir le débat. Vous avez raison, Philippe, mais c'est mon côté futur de. Vous avez raison, Philippe, mais vous savez que vous avez raison, Philippe, mais vous savez que lorsque vous faites quelque chose et puis que l'opinion publique
estime que vous n'avez pas été jugé correctement, ça vous suit pendant des semaines et des mois. Ouais, je sais. Et Bayreuther, il va souffrir. Ouais, mais là, c'est pas de sa faute. Non, mais je sais. Mais vous savez comment ils sont les gens. Ouais. Vous savez comment sont les gens. Et je peux vous dire que lui, quand il va arriver à Langnau le prochain match, ça va siffler. Hein. Par contre, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on peut pas dire que pour une fois, ouais, les clubs zurichois, bernois, attention, parce que j'entends souvent des trucs du genre. Non, c'est bien. Messieurs, il nous reste 6 minutes pour parler du HC Ajoie. On va signaler que dans un prochain premier bloc, là, l'actualité, elle est quand même trop fournie pour réévoquer un tout petit peu Bienne et Genève Servette. Pour le moment, c'est un peu calme plat des deux côtés. Mais enfin, on va quand même partir un peu à la chasse aux renseignements pour voir ce qui s'y passe. Ils font du paddle en ce moment. Ouais, et puis ça travaille quand même beaucoup pour la saison prochaine. On va essayer peut-être d'en savoir un peu plus. Allez, Ajoie, bon, d'abord, il y a Ajoie, mais alors, Lugano, c'est un miracle. Voilà, c'est un miracle, mais du coup, Lugano se relance. Mais en fait, c'est plus que se relance. C'est horrible. Ils reviennent à 2-1, ils vont et il y a Jana Tinen et Turkolainen en tribune et puis là ils ont perdu Belmar qui sont à une commotion. Donc on dirait qu'ils ont gagné la Stanley, c'est un truc de malade, le momentum. C'est ça. Et puis t'as ton trio qui met 60% des points lorsque tout va bien à Joie qui est plus là. Donc très compliqué, très très compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus qu'une défaite. C'est vraiment catastrophique. La seule chance, c'est que ce soir, tout s'aligne, et puis d'un coup, tu le gagnes chichement, t'as 3-1, et puis là, la pression, elle retourne de l'autre côté, et comme ils ne peuvent pas se voir les uns les autres à Lugano, ça peut, et puis le bordel qu'il y a autour du club, ça peut aller chercher un 4e match. Mais c'est un peu comme Langnau, vous allez chercher votre force dans l'adversité, et là, en l'occurrence, c'est ça. Ce qui a souvent sauvé Ajoie, d'ailleurs. Exact. Et quelque part, ça serait une belle récompense pour la fidélité du public du côté d'Ajoie, parce qu'ils vont les pousser comme des fous. Mais c'est vrai que moi, je veux dire, on parlait, quand on a parlé du numéro 41 en parlant de Belmar, je disais qu'il est toujours capable de sortir des engagements incroyables. Regardez le fameux engagement, le match d'avant, c'est une passe, c'est contre Turkov. Et je veux dire, quand je dis que le gars, il doit sortir le bon engagement au bon moment, boum, Belmar est blessé. Ouais. Et c'est là que tu vois aussi la profondeur, elle vient de où? Elle vient du budget. Donc en théorie, Lugano a les armes pour, mais je pense que Ajoie a l'euphorie et le public avec lui. Ouais. À eux de faire ce qu'il faut. Et il faut quand même préciser un truc, je pense aussi que Kons a été quand même vraiment pas mal, malgré la malchance qu'il a. Oui. L'égalisation, elle est horrible. Tu le refais 1000 fois, ça n'arrive jamais. Et c'est un peu comme le goal de Berti. Mais encore pire, là, encore pire. Par contre, de Lugano, on a vu que c'était un vrai problème au niveau des gardiens. On se demande de nouveau si ça sera Ouska ou Schlegel devant les filets ce soir. Non, mais alors, ça, je vais dire, j'en voulais en parler, mais sérieusement, là, si t'es manager à Berne ou à Lugano et Akira Schmidt, au bout d'un moment, tu mets des sous, mais là, il faut faire quelque chose. Hein. Bon, pour Yannick Steinman, c'était un peu tard quand même pour réagir. Mais après, quand t'as le corps. Non, mais pour l'année prochaine, tu dis toi. Ouais, c'est ça, oui, l'année prochaine, bien sûr. Non, bien sûr, l'année prochaine. Non, mais je dis juste que, voilà, c'est des grands clubs. Tu sais très bien que les grands clubs, ils doivent avoir un bon gardien, un grand gardien, et c'est pas le cas. Bon, messieurs, on va en rester là pour aujourd'hui. J'ai 3 rondelles. Bah oui. Ah oui, non mais oui, mais restez là pour la National League, bien sûr. Ah, ok. Oui, il y a quand même des rondelles. Vous avez 3 minutes. Ça va être vos 3 rondelles. 1 minute par rondelle. Allez. C'est ça. Non, tes performances, il parle de quoi? Quelle performance là? 1 minute par rondelle. Non, mais c'est juste pour expliquer comme ça peut être des fois très ingrat. C'est l'hécatombe du côté d'Edmonton. McDavid vient de se blesser et j'aime bien au bas du corps. Non. Ça, Draisaitl, c'est avant. Hier soir. C'est McDavid. Et le problème, c'est qu'il s'est arrêté de patiner parce que c'est les adducteurs. C'est quoi la blessure des adducteurs, Laurent? C'est parce qu'il mange trop de saucissons. Non, mais c'est 3 mois. C'est la fatigue et puis c'est très long. Hein. Et merci le tournoi des 4 nations. Yes. Et voilà. Bref, adducteurs. Donc Draisaitl, McDavid, et ils viennent de perdre Skinner, leur gardien, et il reste 8 matchs avant le début des playoffs. Et Edmonton, il se retrouve à 2 points de la première équipe repêchée. Donc c'est ce qu'on appelle chaud de chez chaud. Alors voilà, maintenant, je vais quand même dire un autre truc, et c'est quand même le trend absolu, c'est la folie à Montréal parce que depuis la fin du tournoi des 4 nations, ils sont sur 6 victoires, 3 défaites et une défaite en overtime où ils prennent quand même 1 point.
Donc je rappelle que en NHL, l'équipe qui gagne, ils prennent 2 points, et puis l'équipe qui est en overtime prend 1 point. Et c'est pas le même règlement. Ils restent dans la course. Exactement. Non, mais mieux que ça. Non, actuellement, ils sont. En fait, les Canadiens de Montréal sont la deuxième équipe repêchée dans la division métropolitaine, et ils ont pris 1 point à la fin du match contre les Islanders de New York de Patrick Roy, qui est à 2 points derrière eux, donc ils ont pris 1 point quand même, c'est très important. Alors juste pour le fun, ils ont perdu 4-3, mais pour le fun, c'était à l'UBS Arena, donc la patinoire des New York Islanders, qui a coûté $1 milliard, 78 loges, appartements. Ça laisse rêver. C'est juste pour dire que voilà, on est dans une autre planète, mais ce que je voulais simplement dire là, je veux parler vraiment de Montréal, c'est que tous les matchs qui se déroulent à Montréal, c'est une attitude de playoff, parce que toute l'escouade de jeunes joueurs est en train de monter en puissance, et c'est clairement le triomphe de Martin Saint-Louis, parce que il s'est fait démonter, parce qu'à Montréal tout le monde se fait démonter quand tu es entraîneur, mais c'est juste pour dire que la sauce est en train de prendre avec toute une équipe de jeunes joueurs, et avec beaucoup de choix de draft, quand même, avec des places extrêmement élevées. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire les bons choix. Ce qui serait juste incroyable, parce qu'on a dit qu'il y a encore 2 ans avant que les Canadiens de Montréal théoriquement seraient en play-off, et là ils sont dans la course au play-off, ils sont dans le mix, mais ils sont du bon côté. Donc c'est assez intéressant à voir. Et dernière rondelle, David Reinbacher a joué déjà 5 matchs avec Laval, et on pense qu'il risque de bien jouer les play-offs. En tout cas, la fin de saison avant les playoffs. Ouais. Merci, Christian Ponty. On signalera que Washington est la première formation à s'être qualifiée officiellement pour les séries éliminatoires. Et Winnipeg, ils ont les 2 100 points. Ouais, ils ont les 200 points, mais Winnipeg a un match de plus, et pour le moment, au niveau comptable, mathématiquement, ils ne sont pas encore qualifiés. Laurent, mais sauf que Winnipeg, ça t'intéresse plus. Une dernière remarque pour Christian Ponty. J'ai reçu un message de l'association vaudoise SM qui demande de ramener ta tenue. On a vu que tu as été à une soirée. Alors, tu n'invites plus les copains aux soirées. Tu n'invites plus les copains. C'est un truc qui circule sur les réseaux sociaux, quoi. Omar et Fred, vous connaissez, avec le tu n'invites plus les copains aux soirées. Donc voilà. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant tu peux lui dire qu'il ramène son costume, parce qu'on en a besoin. On a une soirée vendredi là. Non, je me suis déguisé en moustique alien qui avait passé par Tchernobyl, avec un gilet, et alors le gilet dessous, j'ai pas mis de chemise. Ça faisait un peu, si vous voulez, il y avait un ancien groupe de musique de rock américain. Vous voyez de qui je parle? Okay. Bon, messieurs, merci. Christian, vous passez dans mon bureau. Laurent. Vous passez dans mon bureau. Les gens, ils vont aller voir les réseaux. Merci en tout cas à vous 3, à vous 2, non, enfin. On est 3 quand même. Non, mais merci à vous. Merci à vous pour ce brillant casque d'or. N'oubliez pas que désormais, tous les matins à 11h, vous avez droit au journal du hockey. 7 jours sur 7, on analyse les matchs de la veille. On parle du programme de la journée. Pour le prochain premier bloc, ça sera la semaine prochaine. On s'adapte un peu par rapport à l'actualité. Exactement. Enfin, le plus vite possible pour disserter sur ce passionnant championnat. N'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place, c'est mieux. Et on laisse la conclusion à Christian Ponty. Vive le hockey roman, et pourvu qu'Ajoie s'en sorte. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à demain matin, 11h. Bye bye. Pour le journal du hockey. Bye bye. Bye.